À la base, il y a des besoins. Tout le monde a besoin de manger, tout le monde a besoin de boire. 2000 calories par jour, c'est le minimum. On a besoin de se vêtir, de s'acheter du linge, voilà. Mais il y a les désirs. Les désirs, c'est ce qui est vraiment qu'on n'a pas de besoin, mais qui sont tellement plus intéressants. Les voyages dans le sud, le gros pick-up F-150, le manteau North Face, le frigidaire avec en inoxydable, là, ça donne rien, mais Moses, que c'est donc plus beau. Toutes les femmes rêvent d'avoir ça. C'est tellement un cliché, là, mais tout ça pour dire, les désirs, c'est le désieunement des besoins. Les désirs, j'en parle en mal, mais sauf que c'est ça que les entrepreneurs doivent aller chercher tout le temps. C'est souvent les désirs. Si les gens consommaient pas de désirs, s'il n'y avait pas de désir dans le marché, je pense qu'on tomberait immédiatement en récession. C'est ça qui fait tourner l'économie. Les désirs, les besoins, ça crée la demande. 2012, pour le Canada, pour combler ces besoins, ces désirs-là, il y a une économie de 655 milliards de dollars juste pour 2012. Puis même, j'ai lu une autre source, c'était plus proche de 700 milliards. Pour vous donner un ordre de grandeur, excusez, je me suis trompé de slide, vous donner un ordre de grandeur, le budget de l'État québécois de 2011 à 2012 était de 83 milliards. Alors, c'est 8 fois, quasiment 8 fois plus gros. C'est vraiment tout l'ensemble de la consommation qui se fait au Canada. Alors, évidemment, je pense que tout le monde connaît le concept de l'offre et de la demande. On offre des produits, le producteur offre un produit, le consommateur demande un produit, et évidemment, le prix est basé sur le fait que le producteur, le vendeur, veut vous le vendre le plus cher, et le consommateur veut l'avoir le moins cher. En fait, le prix idéal du consommateur, ça serait payer rien pantoute. Mais puis le producteur, c'est de faire le plus d'argent. Je pense que n'importe qui est en affaires va être d'accord avec moi. C'est très simple. Un produit, c'est tout ce qui peut être offert. Ça peut être des choses tangibles, des choses solides et des choses intangibles. Intangibles, on parle d'acheter des chansons, mais aussi des choses qui ne s'achètent pas. Mais par ailleurs, les idées des politiciens, c'est des produits non tangibles et c'est à peu près la même stratégie de marketing qu'on utilise, les politiciens, pour vous vendre leurs idées que celle qu'on utilise pour vous vendre des bobettes, de la bière puis des chips. Dans le même ordre. Le marché, c'est ce grand espace virtuel où s'échange l'argent entre le consommateur et le producteur. C'est un espace, c'est là qu'on réalise nos besoins et nos désirs. Un marché, ça peut être ouvert. Une coiffeuse peut s'installer n'importe où. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? N'importe quel un dépanneur, non, peut-être pas un dépanneur, mais je veux dire, les gens, un peu un marché très ouvert, peut s'installer n'importe où. Il y a des marchés très fermés. Les alcools, les loteries, les cigarettes, parlez-en à nos amis de Kanawagé, on sait que ce n'est pas un marché ouvert. C'est un marché qui est fermé, qui est limité. Un marché peut être fragmenté, plusieurs joueurs, comme il y a bien des coiffeuses à Sept-Îles, je suis convaincu. Mais aussi, ça peut être très limité, comme les systèmes d'exploitation d'ordinateur. Je veux dire, tu as Windows, puis tu as Apple, c'est pas mal ça. Puis il y a Linux, mais il n'y a pas plus que ça de joueurs, normalement. Je me trompe-tu? Ou il n'y a personne qui est spécialiste en informatique qui va m'ostiner, c'est bon. Là, je vais expliquer pourquoi segmenter un marché. Alors, c'est quoi un segment de marché au départ? Segment de marché, moi, je définis tout le temps, c'est si tu vends un produit. Par exemple, excusez-moi, monsieur qui a des lunettes, votre nom, c'est quoi encore? Vous avez une entreprise en construction, excusez-moi. Serge. Serge, OK. Serge, constructeur général, vous faites des maisons, j'imagine? OK, notamment. Donc, le segment de marché qui va s'adresser à Serge, c'est à base des gens qui sont intéressés à se bâtir des maisons. Mais encore, il faut le définir. Donc, mais sa job, si vous avez fait un plan d'affaires, ça a été de cibler c'est qui ces gens-là qui vont vous acheter des maisons. Donc, vous allez faire un peu un petit portrait type, une définition de c'est quoi qu'on s'attend, les consommateurs qui vont acheter votre maison. Vous avez sûrement dû faire ça pour votre entreprise. Donc, un segment de marché, ça amène à créer ton marché cible. Puis ton marché cible t'amène à concevoir ta clientèle cible. Dans le fond, ton segment de marché, c'est tes bons clients. C'est eux qui vont acheter ton produit. Puis connaître ta clientèle cible avant de partir en affaires, c'est assez essentiel. Parce qu'ainsi, tu vas être capable de définir c'est quoi ton revenu potentiel après ça. Il y a différentes manières de segmenter ton marché. Bon, là, j'en ai nommé 4.
On peut y aller comme géographiquement. Bon, on s'entend que si tu as un dépanneur, ton marché cible, ça va être dans un rayon de 5 km autour du dépanneur. C'est rare que les gens vont faire 1 heure de route pour aller s'acheter un sac de Doritos. Ben, à moins que le dépanneur soit bien loin. Mais normalement, c'est un commerce de proximité. Par contre, si, par exemple, tu as un produit qui est limité au point de vue de distribution, si tu décides de faire de l'agroalimentaire, à Chibougamau, j'ai une amie qui a une firme. Elle vend des produits du terroir. Elle fait les Angava gourmandes, ça s'appelle. Elle crée des gelées de thé du Labrador, des produits comme ça. C'est très intéressant qu'est-ce qu'elle fait. Mais elle sait que ses marchés sont à Montréal, sauf qu'elle est limitée dans sa distribution parce qu'il faut ce qu'on appelle une chaîne de froid. Il faut que son produit soit toujours au froid quand il sera à Montréal. Ça coûte une fortune. Ça, c'est une limitation. Puis son segmentation de marché, est limitée en fonction de son produit, puis elle ne peut pas distribuer n'importe où. Alors ça, c'est très important. Donc, la limitation géographique, dans le cas de Serge, ce n'est pas un problème. Tu peux construire des maisons n'importe où. Hein? Bon. La segmentation démographique, ça, ben écoute, c'est important, par exemple, dans les firmes de tourisme. Touristes d'aventure, par exemple. Tu ne vas pas vendre des voyages à des gens qui sont de l'âge d'or et à des jeunes. C'est deux affaires. Tu ne les envoies pas dans un spring break là, à Las Vegas, je ne sais pas. Là. Mais tu vas les envoyer voir Céline Dion à Las Vegas, c'est des personnes âgées. Excuse, des clichés. Là. Mais tu as une fascination démographique, tu cherches une certaine clientèle d'âge. Tu construis des maisons, c'est clair que tu ne vises pas des jeunes de 18-19 ans. Tu cherches des gens qui sont arrivés à un milieu de vie, à un certain âge, qui ont des moyens, qui sont en famille, c'est eux autres que tu vises. Et dans ton étude de marché, tu vas dire, ben là, je sais qu'il y a tant de familles, de personnes qui ont des enfants, qui ont le goût de s'acheter des maisons. C'est ta démographie qui va justifier ton entreprise. Variable comportementale. Écoutez, ça a l'air bien compliqué, mais quand ils sortent les nouveaux iPhones à chaque année, là, ben, pas à chaque année, là, mais de temps en temps, les iPhones, là, c'est iPhone 4. Quand ils ont sorti l'iPhone 5, vous savez, il y a des gens qui ont couché dehors pour attendre pour avoir le nouveau iPhone 5. Qu'est-ce que ça vous fait penser, ce genre-là? Ça montre que c'est du monde qui n'a pas de vie, là. Oui, c'est vrai. Mais c'est basé sur les comportements. Il y a des gens qui, en fonction de leur usage, leur comportement du produit, ils vont définir un marché et ça va déterminer ta campagne de marketing en fonction de ça. Et autre méthode pour segmenter ton marché, la segmentation psychographique. Ça a l'air bien compliqué comme terme, mais c'est simple. Dans le fond, c'est les sortes de monde. Les sortes de monde, les types de personnalités, le style de vie. Par ailleurs, comme dans la vente de voitures, toute la création, la mise en marché des voitures, on se base énormément là-dessus, les variables psychométriques. Dites-moi votre voiture, puis je peux quasiment vous classer socialement, puis dire c'est quoi vos attentes, puis c'est quoi vos loisirs. On ne vend pas une Jetta à une sorte de personne comme on va vendre un gros F-150 là, ou un gros pick-up. C'est déterminé par ton type de personnalité. C'est sûr que c'est quelque chose de plus poussé, mais c'est quand même très utilisé dans le domaine du marketing. Et puis, on va voir que là, c'est un petit peu complexe, mais ça explique un petit peu que quand tu fais ta mise, tu détermines ton marché cible, tu vas baser ton segment de marché sur plusieurs paramètres, autant la géographie que le comportement, que la psychographie de cette personne-là. Et tu vas déterminer ton bon consommateur selon différents patterns. Maintenant qu'on veut faire notamment déterminer notre segment de marché, généralement on fait une étude de marché pour trouver ça. Il y a l'étude documentaire, on va sur Internet, déjà l'information est sûrement là. On peut acheter aussi une étude ou aller faire affaire avec des agences, comme le Cégep, l'étude multi-client qui existe, ou encore se lancer nous-mêmes dans une enquête. Avant de partir de ta business, tu vas faire un sondage, tu vas faire une étude sur le terrain, tu vas rencontrer des gens, puis tu vas essayer d'amener des noms de personnes intéressées à ton entreprise. Alors, c'est comme ça qu'on va récolter cette information-là. Donc, maintenant qu'on connaît notre clientèle cible, comment on va chercher ce monde-là? Et c'est là qu'embarque le fameux plan marketing.